Bonjour à toutes et à tous. Nous allons vous présenter notre projet Équilibre dans le cadre du Master 2 Architecture Bois Construction. Notre équipe est composée de 5 personnes, dont 3 architectes, Marie, Corentin et Tina, et 2 ingénieurs, Rémi et Cédric. Ensemble, nous allons retracer les différentes étapes qui nous ont permis de définir notre projet. Tout d'abord, nous allons parler du concept dont l'origine tient du style gothique de la cathédrale. Ensuite, nous allons trouver le projet avec les plans et l'organisation générale de la structure. Nous allons ensuite le vérifier avec quelques détails techniques et méthodes de calcul. Et enfin, nous allons aborder les dispositifs de protection et de prévention. Restaurer Notre-Dame de Paris a libéré diverses émotions sur la problématique de la reconstruction, aussi bien sur le caractère esthétique et technique. La direction vers laquelle nous nous sommes dirigés s'articule autour de l'analyse architecturale gothique, qui a cristallisé les géométries de la cathédrale au travers de l'arc-boutant et l'arc brisé. Une architecture spirituelle désirant s'élever, une volonté permise par la conception de l'arc-boutant, un élément caractéristique de l'architecture gothique, où s'acculer laissant apparaître un aspect massif, tandis que l'arc tend vers une légèreté qui se ramifie au sommet. Dans une pensée globale où l'on uniformise les courbes et les traits de la cathédrale, on s'inscrit dans une unité transversale par rapport à la position des arcs-boutants existants et une unité longitudinale par rapport à la figure géométrique de notre charpente. Le schéma spatial qu'induit les dimensions de l'espace religieux est en soi une métaphore de l'élévation du fidèle vers Dieu, où l'arc-boutant symboliserait structurellement la voie vers ce pèlerinage. Une architecture religieuse autant psychique qu'ingénieuse. L'hommage contemporain de l'intervention engage ainsi une relation forte avec la volumétrie extérieure originale. Dans ce sens, on s'est orienté vers une conservation à l'identique de la flèche. Notre idée, en lien avec le rôle primaire de l'arc-boutant, viendrait soutenir la flèche de Notre-Dame afin de mettre en évidence cet élément ornemental. L'arc-boutant est en somme un élément architectural qui répond aux fonctions d'une charpente. L'extrados permet l'écoulement des eaux, comme la couverture, et l'intrados, la structure telle une charpente. La force, enfin plutôt la notion intrinsèque de l'arc-boutant, tisse donc le fil conducteur de notre démarche, où l'on retient deux forces horizontales qui s'équilibrent, l'idée d'une forme qui se résume à l'allégorie de la prière, un rapport fin entre la verticalité et un arc qui se ramifie. Cet arc ramifié est finalement une géométrie complexe que nous avons dû concevoir de manière paramétrique. En effet, le paramétrisme est un mode de fonctionnement particulier où il est possible d'interagir avec les données définissant un objet en temps réel. L'intérêt est de pouvoir fixer les données d'un côté et de manipuler des variables de l'autre, qui peuvent être des données numériques, géométriques ou bien même physiques. Il devient alors possible de tester de nombreuses configurations d'un même modèle. Conformément au cahier des charges énoncé par la maîtrise d'ouvrage, nous avons suivi cette démarche, c'est-à-dire de créer un algorithme qui peut adapter la géométrie plus ou moins complexe de la nouvelle charpente, pouvant évoluer rapidement selon les paramètres d'entrée fluctuant tout le long de la conception, et cela dans un volume déjà fini qui était donc celui de l'ancienne charpente. Ce processus nous a alors permis de modéliser de manière précise la géométrie du projet, qui visait dans un premier temps à obtenir une proportion idéale de la courbure des arcs-boutants. Nous avons également pu obtenir un dessin de ramification qui graduellement s'abaisse et remonte par une génération précise d'une courbe calquée sur celle formée par les poutres de Notre-Dame. Du fait du caractère évolutif de cette conception, nous avons donc pu passer d'un processus de création linéaire et rigide d'une conception classique à un processus circulaire qui peut prendre en compte de nouvelles contraintes liées à l'architecture et à l'ingénierie. Celles-ci peuvent se manifester pendant le projet ou bien même après comme les réponses qui vont résulter des études et des diagnostics en cours. De cette géométrie, nous nous sommes tournés vers du lamellé-collé pour répondre aux contraintes techniques qu'induisaient des arbalétriers de grande portée. De plus, nous avons décidé, par respect de l'héritage, d'utiliser du chêne pour fabriquer nos éléments de charpente. En effet, le chêne utilisé en construction est habituellement sélectionné avec soin puisqu'il faut des pièces exceptionnelles de qualité pour la charpente. Le principe de fabrication des BLC, lui, revalorise le bois de chêne de moindre qualité, puisque nous pouvons utiliser des bois de plus courte longueur, issus de chêne tordu par exemple. Enfin, cela nous permet d'avoir des découpes précises au dixième de millimètre pour avoir une maîtrise totale de nos assemblages et de notre forme géométrique.
Pour ce projet, nous avons cherché à travailler sur les matériaux dès leur origine primaire. Nous avons le chêne pour la structure, le peuplier pour le voligeage et le cuivre pour la couverture. Tout d'abord, le chêne, comme l'a précisé Cédric tout à l'heure, a tout à fait sa place dans le projet car il est en lien avec l'ancienne charpente, mais aussi car c'est le feuillu le plus présent en France et plusieurs entreprises françaises savent faire le lamellé-collé en chêne. Sur la carte, on a aussi fait apparaître le peuplier. Au vu de l'envergure du projet, c'était intéressant de communiquer sur cette essence très peu utilisée. On a donc fait apparaître uniquement les entreprises qui ont signé une charte pour aider financièrement les populiculteurs. On voit également sur la carte les fabricants de cuivre, sachant que la couverture représente plus de 4000 m². Le matériau qui la compose est non négligeable. On reviendra sur ce détail un peu plus tard. Suite à la localisation des différents sites de ressources et de production, l'idée serait d'affréter l'ensemble des matériaux et des éléments préfabriqués par des péniches. Dans une optique optimum d'affrètement, les éléments étant conçus en intérieur permettraient d'avoir un contrôle sur le moment et les conditions de pose. La desserte sera connectée à un port urbain éphémère mis en place sur l'aile sud de la cathédrale, afin de générer via un système de levage le déchargement des matériaux et des éléments. Ceci étant préfabriqué, la logique du flux tendu permet de gérer l'hygrovariation des bois, qui est un sujet délicat. C'est en ce sens que nous avons pris cette voie, mettre en évidence une logistique fluviale au travers d'une scène nationale qui permet d'illustrer un affrètement en accord avec une éthique de production et de construction. Donc, pour l'organisation en plan, on peut remarquer une succession des fermes avec les fermes principales qui viennent dans la continuité des arcs-boutants. Ces fermes ont des sections supérieures aux fermes secondaires qui viennent entre ces fermes principales et qui assurent le soutien du voligeage et de la couverture. Une circulation court sur tout le pourtour de la structure. Elle permet d'avoir un sens de circulation unique, mais est aussi très utile pour la maintenance que l'on détaillera plus tard. On y accède depuis la plateforme haute des Tours. Pour ce qui est de la coupe, on peut constater cette même succession des fermes, avec les principales dans la continuité des poteaux en pierre, toujours pour avoir une continuité structurelle. La structure de la charpente est divisée en 5 parties pour des questions de sécurité incendie. Sur cette coupe, on voit 2 murs coupe-feu placés assez loin de la flèche pour permettre un recul sur celle-ci et ainsi admirer sa structure comme un bijou dans un écrin. Pour parler plus précisément de la coupe, on voit que l'alternance des fermes principales pleines et ramifiées en partie supérieure permet de créer une variation de hauteur qui suit ainsi le profil des voûtes en pierre en partie inférieure. On est totalement dans la continuité architecturale du bâtiment. Au centre, la flèche reconstruite à l'identique est traversée par des passerelles qui s'adaptent aux variations de hauteur et des arcs, 2 de chaque côté, viennent apporter un soutien supplémentaire à cette structure. Ils prennent appui sur les arcs-boutants à proximité. Pour ce qui est de l'abside, élément particulier au bout du chœur, il a été ici traité avec des demi-fermes qui prennent appui sur des enrayures en demi-cercle qui elles-mêmes s'appuient sur une ferme principale. Concernant la couverture, nous avons dans un premier temps recensé quels étaient les matériaux susceptibles d'être employés, d'après les contraintes émises par la maîtrise d'ouvrage. Parmi l'ardoise, le zinc et le plomb, le cuivre nous semble être une alternative pertinente. C'est un matériau aux teintes variables et dont la durée de vie est exceptionnelle grâce à la formation d'une patine due à son oxydation. Souple, il s'adapte également très bien aux singularités des pièces de toiture. Nous avons fait le choix de réaliser une pose sur tasseau avec des éléments de grande longueur allant de l'égout au faîtage dans le but de garantir une parfaite étanchéité de la couverture. Les feuilles sont serties avec des pattes à tasseau fixées préalablement sur des pièces de bois. Les tasseaux sont ensuite recouverts d'un couvre-joint lui aussi en cuivre. Cet ensemble repose sur une volige support en peuplier séparée d'une lame d'air avec la double volige structurelle dont Rémi vous parlera plus tard.
Pour parler plus précisément des assemblages, l'appui des fermes en pied se fait sur une muraillère qui prend elle-même appui sur les corbeaux. Une cale néoprène permet de s'adapter au mieux aux murs existants et rigidifie ainsi le pied de ferme. Tous les assemblages présentent des jeux pour pallier au mouvement du bois. Les entrées sont légèrement décollées des lisses basses et une rainure dans cette dernière est également utile pour la mise en œuvre. Pour finir, au niveau du faîtage, on assemble les deux demi-fermes avec une ferrure en âme et toujours des trous oblongs pour pallier au mouvement du bois. De calcul. Différentes méthodes de calcul ont été employées au cours de ce projet. Chacune a des temporalités différentes. La première, une discrétisation de la poudre en différents éléments, méthode rapide mais peu précise, fut complétée par un modèle aux éléments finis sur Caramba, un plugin issu de Rhino Grasshopper. Puis ce modèle fut complété par là encore un modèle aux éléments finis sur Acrobat 3D. Donc ces modèles permettent une grande précision de calcul. En effet, notre pouce n'est pas une simple barre, mais un modèle à inertie variable. De plus, nous pouvons associer ce modèle à inertie variable à une poutre reconstituée à connexion imparfaite. Notre voltige structurelle a là son intérêt. Elle permet d'augmenter l'inertie de notre poutre grâce à une connexion imparfaite entre notre arc et cette voltige. De plus, une pensée a été faite sur les réactions d'appui. En effet, nos réactions d'appui horizontales sont très faibles, enfin, elles sont égales aux réactions d'appui existantes. De plus, les réactions d'appui verticales sont, elles, similaires aux réactions d'appui anciennes pour ne pas solliciter trop la maçonnerie ne pas solliciter trop la maçonnerie. Les résultats issus de nos modèles de calcul montrent des déformations acceptables. De plus, les contraintes en traction, en cisaillement ou en compression dans nos arcs sont également admissibles. Nous pouvons donc en conclure que notre arc est et reste solide vis-à-vis des actions extérieures ou même des actions de poids propre ainsi que d'utilisation de la plateforme. Nous pouvons donc en conclure que cette structure est viable. Concernant la prévention des risques, nous avons décidé de répondre à la problématique liée à l'incendie en disposant des recoupements dans le volume. Ces murs coupe-feu REI 90 séquencent la charpente de manière régulière. Leur positionnement est défini par le rythme structurel imposé par le concept et par la réglementation à laquelle nous nous sommes référés. Ces murs participent à la qualité intérieure du projet. Ils sont recouverts d'un bardage en bois associé à l'allure globale de la charpente. Aussi, leur disposition permet une mise en valeur de l'espace, flèche, le joyau de la charpente. Un autre système est intéressant à développer, celui des sprinklers. Il vient compléter les recoupements mis en place. Les sprinklers permettent de limiter et de contenir les départs d'incendie. Leur réseau court tout au long du faîtage dans chaque espace. Pour prévenir des éventuelles dégradations, un entretien peut être effectué à la fois en charpente et en couverture, bien que cette dernière ne nécessite pas d'intervention particulière durant toute sa durée de vie. En charpente, un aménagement ponctuel sous forme de plateau permettra de sécuriser la zone lors de l'intervention pour le remplacement de pièces structurelles, par exemple. La physionomie du projet ne trouve pas uniquement sa voie dans l'interprétation de l'existant. Il aspire à évoquer des sensations immatérielles, parfois induites par la manipulation de la perception sur la hauteur et la largeur des éléments, tantôt contrastés par la liberté visuelle dégagée par les fermes, qui se réfère à la spatialité religieuse. Des espaces se caractérisant par une forte grandeur et une disparité sur la largeur qui poussent l'individu à parcourir l'espace, la perspective, ce qu'on devine ici dans la partie de la nef. Libérer la perspective par le retrait des murs coupe-feu permet de bénéficier d'un recul et de centrer le regard sur le cœur de la charpente, la flèche, reconstruit à l'identique. La découverte progressive des parties met en évidence ici une richesse patrimoniale et artisanale, un hommage, en somme, à Viollet-le-Duc.
La charpente de la flèche est donc restituée et soutenue par nos arcs brisés qui équilibrent l'ensemble et prennent appui en retrait par rapport aux angles de la croisée des transepts par un souci d'état sur les maçonneries. La notion de la lumière est abordée artificiellement pour pallier à certains risques. Qui plus est, elle fut un principe initiateur du mouvement des églises et des cathédrales gothiques. Ce point insaisissable, parfois divin, installé de manière régulière dans le projet, aborde une relation symbolique avec l'ossature. Elle n'est pas considérée seulement comme un effet pratique, mais plutôt comme un moyen stratégique de participer à l'atmosphère de la charpente et de rendre visible la trame des fermes principales et des arcs-boutants existants à l'intérieur. Une stratégie appliquée de manière globale à l'ensemble de la charpente. Enfin, pour conclure, voici l'état de vieillissement de notre matériau de couverture qui nous permet deux possibilités dans le vieillissement du cuivre. Une teinte qui va se rapprocher plus de la teinte de la flèche pour un souci d'harmonisation avec le site, ou bien une harmonisation par rapport aux ornementations de la cathédrale et par rapport au contexte parisien, avec notamment le passé haussmannien qui emploie couramment la couverture en cuivre. Merci pour votre attention.